plus on évite, plus on évite. Donc, je pense que c'est très important avec la douceur. Je pense effectivement, il faut jamais que la personne soit mise en échec, mais de lui proposer de s'exposer, se réexposer progressivement pour justement voir que c'est pas si dangereux qu'elle peut peut-être le penser, ou que le regard des autres est pas si critique ou si malveillant qu'ils peuvent l'anticiper. L'anorexie sociale, c'est quoi ? C'est une peur ou une incapacité à se connecter aux autres, souvent sans même s'en rendre compte. C'est une manière de se protéger de la douleur émotionnelle, mais qui finit par isoler profondément. Dans les petits pas de côté, le bonus du fil, on a voulu en parler parce qu'on croit que comprendre ces mécanismes invisibles peut aider chacune à retisser du lien avec soi-même, mais aussi avec les autres. Nous sommes avec la psychiatre Christine Davidson à Genève, chez MD Consultation. Bonjour Madame Davidson. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce petit pas de côté avec Karine et moi aujourd'hui. Qui est Madame Davidson dans l'intimité ? Madame Davidson, c'est une pièce rapportée d'un monsieur anglais qui a un sens de l'humour très british et qui, après 42 ans de mariage, me fait toujours hurler de rire. Donc, voilà. Moi, je suis une personne toujours absolument optimiste. Pour moi, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Donc j'ai toujours un peu la pêche, hein. Je suis un tout petit peu hyperactive, petit peu, mais je contrôle bien. Ça c'est pour la partie un peu privée, mais je suis quand même assez envahie par ma partie professionnelle. Je suis médecin psychiatre, mais j'ai une autre spécialité, c'est les addictions dans la psychiatrie. C'est quoi l'anorexie sociale exactement ? Alors, c'est un terme qui est absolument pas médical du tout, mais je pense qu'il témoigne d'un souci sociétal qui est assez important. Il est souvent lié à l'anorexie mentale aussi, dans la présentation, puisqu'il y a quelque chose à voir avec l'image que l'on donne aux autres dans l'anorexie sociale. Comment se manifeste cette anorexie sociale ? Justement, les gens qui ont cette problématique-là sont des personnes qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes ou qui ont peur de donner une mauvaise image d'eux-mêmes. Il y a certainement des problèmes d'estime de soi assez importants aussi en dessous. Et du coup, ils se retirent de tous les contacts sociaux pour justement ne pas s'exposer à un risque d'avoir un mauvais retour de l'image qu'ils pourraient donner de façon sociétale. Qui est touché par ce trouble ? Alors surtout les jeunes. Il y a des jeunes adolescents qui sont très touchés, mais aussi des jeunes adultes. Et on commence à voir arriver dans nos consultations des jeunes qui ont cette présentation, des jeunes filles surtout, d'anorexie sociale, difficultés avec l'image corporelle, alors qu'il n'y a absolument aucun souci, elles sont belles comme des cœurs, mais le sentiment qu'elles sont laides, qu'elles ne sont pas dans les standards sociaux habituels, qu'elles ne sont pas forcément acceptées non plus, retrait aussi des relations sociales. Ça va même jusqu'à certaines jeunes filles, l'idée que quand un jeune homme, par exemple, trouverait une jeune fille belle ou attirante, immédiatement, ça procure un sentiment d'avoir besoin de se retirer, de couper le lien, de se replier à l'intérieur de la zone de sécurité, qui est en général l'appartement, la maison de la famille. Et comment apparaît cette anorexie sociale ? Est-ce que c'est soudainement ? Est-ce que c'est progressivement ? Je pense que ça peut apparaître suite à des événements un peu traumatiques aussi. On voit ça quelquefois. Il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture dans la vie de la personne. Soit une mauvaise expérience relationnelle, soit le décès d'un proche. Même ça peut être aussi un conflit avec la meilleure amie, jusque-là, des choses comme ça, qui commencent à activer des comportements de retrait. Oui. Est-ce qu'elle est l'anorexie sociale ? Est-ce qu'elle est l'inverse de la dépendance affective ou bien d'une autre forme de dépendance ? C'est intéressant comme question. C'est Andrea qui l'a. Je la lis, mais c'est une question d'Andrea. Parce que je pense qu'effectivement, l'anorexie sociale est une forme de peur de la dépendance aussi, dans certains cas. Mais pas toujours. Il y a aussi vraiment quelque chose de très très fort dans l'anorexie sociale sur l'image qu'on donne à l'autre. Est-ce qu'il y a plusieurs degrés ou différentes formes d'anorexie sociale ? Oui, je pense. Alors, il y a une forme, moi, qui m'intrigue un petit peu, parce que je ne suis pas du tout de cette génération-là, mais j'ai l'impression qu'une des formes d'anorexie sociale, c'est dans la tranche d'âge 20-30, par exemple, ou même 30 et 35, de jeunes hommes qui sortent uniquement entre eux.
ils n'ont pas de relation féminine. Le groupe de copains, c'est le groupe de sécurité. Ils cherchent désespérément des compagnes, mais avec des recherches qui vont être vouées à l'échec. Hein. Et on trouve aussi des femmes qui ont ça, mais c'est plus, je trouve, plus masculin dans ce qu'on voit dans les consultations. Oui. Ouais. Par rapport à l'entourage, que peut-on faire pour aider quelqu'un qui s'éloigne, qui s'isole ? Est-ce qu'on peut essayer de créer du lien avec un peu de douceur ? Ou il faut juste se dire que c'est temporaire et puis laisser la personne dans son coin? Alors moi je pense que pour tout ce qui est des stratégies de repli, je pense qu'il commence à y avoir des articles qui témoignent du fait que même sur un plan thérapeutique, psychothérapeutique, si on est en contact avec des personnes qui ont ce type de problème, on leur demande de s'exposer. Alors effectivement, je pense plus on évite. Donc, je pense que c'est très important avec la douceur. Je pense effectivement, il ne faut jamais que la personne soit mise en échec, mais de lui proposer de s'exposer, se réexposer progressivement pour justement voir que c'est pas si dangereux qu'elle peut peut-être le penser, ou que le regard des autres n'est pas si critique ou si malveillant qu'ils peuvent l'anticiper. Mais c'est très difficile de convaincre quelqu'un qui a l'impression qu'elle est moche ou qu'il est moche, de convaincre que non, dans le regard de l'autre, c'est pas forcément comme ça. À partir de quel moment vous posez ce diagnostic-là d'anorexie sociale ? Alors, bonne question, parce que c'est pas un diagnostic officiel. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de critères. Il y a des classifications internationales pour les problématiques psychiques. Si on prend la phobie sociale, elle a des critères extrêmement précis. Donc, phobie sociale, ça existe dans la classification. Pour l'instant, anorexie sociale n'existe pas. Donc, on n'a pas des critères très définis. C'est pour ça que souvent, les spécialistes le relient à l'anorexie mentale. C'est un peu une forme similaire parce qu'elle a affaire avec l'image de soi. Et vous pensez qu'il y a toujours cette histoire de physique ? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, c'est même pas le physique, c'est juste la peur de l'autre, que l'autre vienne peut-être... nous voir tels que nous sommes, en fait. Oui, mais c'est toujours une histoire de mauvaise image de soi, qu'elle soit physique ou psychologique. Et puis alors après, il y a la difficulté de certaines personnes, justement, d'entrer en lien, de se sentir comprises, parce qu'elles sont peut-être un peu atypiques ou qu'elles ne sont pas comme les autres personnes qu'elles côtoient. Donc je pense que plus on s'y intéresse, plus on en parle, plus ça va faciliter aussi les choses pour ces gens qui souffrent de ça. Mais du coup, il y a un protocole qui va s'appliquer quand même. Alors, je ne sais pas trop quel mot utiliser, mais ouais. En tout cas, il y a peut-être une marche que vous empruntez pour accompagner vos jeunes patientes et patients. Oui, parce que dans le fond, c'est les outils classiques. Hein. On va essayer de voir avec eux de quelle manière ils sont arrivés à l'idée qu'ils ont des choses qui ne sont pas acceptables pour les autres. Puis essayer de voir avec eux ce qu'on appelle les erreurs de logique qu'ils font pour essayer de leur mettre ça en évidence et de les convaincre d'aller tester ces erreurs avec les autres pour voir que c'est des erreurs d'interprétation. Il y a une complication quand même dans toutes ces choses-là, c'est qu'il y a certaines études qui montrent aussi que cette histoire d'anorexie sociale peut être d'origine génétique. Alors génétique, de quelle manière ? Est-ce que c'est une transmission génétique ? Là, je pense qu'il faudrait des études qu'on pose plus les études pour le savoir, mais où est-ce l'influence du milieu de la personne ? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre peut-être dans le développement psycho-affectif de la personne qui amène à cette forme d'anorexie sociale, oui. La recherche se penche dessus aujourd'hui ? Ça commence. Je pense que c'est un peu trop tôt maintenant. Je pense que si on demande un peu aux gens aux alentours qu'est-ce que c'est l'anorexie sociale, ils vont vous regarder avec des grands yeux. Je crois que c'est un peu trop tôt encore, mais je pense qu'effectivement, de faire connaître ce point-là, parce que je pense que c'est un vrai point de souffrance. Et je pense particulièrement aux jeunes. Mais que pouvez-vous dire à quelqu'un qui vient vous voir et qui se confie Madame Davidson, moi j'ai plus envie de voir qui que ce soit en ce moment. Ouais. Comment vous allez pouvoir la prendre en charge ?
Alors, si la personne vient voir avec ce type d'affirmation, c'est qu'il y a une souffrance qui est liée à ça. Donc on va voir où est la souffrance. On peut par exemple se dire, la personne pourrait me dire, je ne veux plus voir personne parce que personne ne me comprend. Ce qui est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Ou bien je trouve les gens trop bêtes. Ou bien je me trouve trop étrangère ou trop étranger aux gens que je côtoie. Donc on va voir avec cette personne quelles sont ses possibilités pour justement re-rencontrer des gens qu'il ou elle aimerait bien ou avec qui il se sentirait plus en confiance ou avec avoir plus d'atomes crochus et ainsi de suite. Donc on essaye de voir quels sont les possibles. On travaille aussi beaucoup avec les compétences de résilience. Et ce qui est assez problématique, c'est quand la personne a beaucoup de certitudes. C'est difficile d'assouplir un peu les certitudes des gens, de les convaincre qu'ils peuvent faire d'autres expériences, qu'ils peuvent avoir d'autres retours. C'est tout un travail d'accompagnement comme ça, d'arriver à motiver les gens pour qu'ils prennent des risques, dans le fond, de sortir de la zone de repli pour aller explorer, rencontrer des gens bienveillants, des gens avec qui ils se sentent en contact. On a un peu de chance sur Genève, on a quand même beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup d'événements qui se passent et ça permet d'avoir des expériences événementielles comme ça, c'est bien. Les compétences de résilience, c'est quoi ? Oui, les compétences de résilience. Alors, il y a 6 zones de compétences de résilience. Il y a les compétences dites physiques, mais ça veut dire le caractère de départ qu'on a, la bonne santé, les choses comme ça. Après, vous avez les compétences sociales, c'est-à-dire la capacité d'une confiance de base dans les autres, de se faire et garder quelques bons amis, d'entretenir des relations de pair positives. Alors évidemment que dans l'anorexie sociale, cette zone-là, elle va être à développer. Par exemple, les thérapies groupales, c'est génial pour ça. Parce qu'on met ensemble des personnes qui ont les mêmes problèmes. Ben voilà, ils sont entre eux, ils sont entre pairs, ils se comprennent, ils ont les mêmes soucis. Et puis on travaille des stratégies de communication, des choses comme ça. Donc ça, c'est les compétences relationnelles. Après, on a les compétences dites cognitives. C'est être ouvert sur des points de vue autres que les siens, c'est d'avoir des projections positives pour le futur. Enfin, là aussi, on peut développer un tas de compétences. Et après, on a les compétences émotionnelles, d'avoir une bonne stabilité émotionnelle, d'avoir le sens de l'humour, une capacité de gestion de ses émotions. Après, on a les compétences dites, alors, morales, entre guillemets. L'idée, c'est plus de participer à la vie communautaire. D'être soit engagé dans un comité de je sais pas quoi ou dans l'organisation de quelque chose, mais faire partie d'un groupe communautaire. Et puis les compétences spirituelles qui sont très questionnées à l'heure actuelle, voir du sens à la vie, quel est le sens de la vie dans un monde qui est parfois pas facile et ainsi de suite. Donc on travaille tous ces aspects-là. Et vraiment le travail de groupe, c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant. Est-ce qu'en fait, l'anorexie sociale, c'est un trouble qui est définitif ou temporaire ? Est-ce qu'on peut en être atteint à un moment donné et puis que ça disparaisse grâce justement à un travail de groupe, à un travail de développement de ces compétences dont vous parliez ? Oui, bien sûr, oui. Il y a aussi des évolutions dans la vie de tout un chacun qui fait qu'on peut tout à fait avoir un problème à un moment de sa vie puis plus l'avoir du tout. Ça dépend aussi des rencontres que les gens font, les opportunités, les choses comme ça. Alors évidemment que si ça devient très sévère ou le repli devient vraiment très très toxique pour la personne et vraiment un handicap grave, là il faut qu'on soit beaucoup plus actif. Il est où le curseur ? Le curseur, c'est la souffrance et l'impact que ça a sur la vie de la personne. Mais je pense que dès qu'on sent la souffrance, je pense que si on peut intervenir, il faut intervenir, bien sûr. Mais aussi l'entourage, notamment si c'est des jeunes. Pas trop banaliser quand même ce genre de choses. Je pense que c'est des souffrances importantes et pas forcément nécessaires. Il faut intervenir un peu là-dedans. Il ne faut pas les laisser comme ça. Le message positif, c'est qu'on peut s'en sortir. Oui,
Oui, absolument. Alors bon, je vous ai dit que j'étais une optimiste sur pattes, alors moi j'ai toujours cette vision-là. Mais aussi l'expérience clinique me montre que c'est beaucoup de gens s'en sortent. Oui. Alors c'est pas un phénomène qu'on voit encore ou peut-être qu'on le nomme maintenant. Peut-être qu'il existe depuis plus longtemps qu'on pense, mais le fait de le nommer fait qu'on y est aussi beaucoup plus attentif. Les humains ont besoin de liens pour survivre. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe avec une personne qui fait de l'anorexie sociale? Quel lien elle peut avoir? Quand l'anorexie sociale est très grave, parce qu'on a des gens qui ont cette forme de gravité, où il y a très peu de gens, ils vivent seuls dans leur environnement depuis extrêmement longtemps. Les intervenants de soins sont parfois leur seul lien. Que ce soit le médecin ou une infirmière à domicile ou le physiothérapeute qui vient pour aider la personne, on est parfois les seuls liens de ces gens-là. Et s'il n'y a pas ces gens-là, justement, est-ce qu'une personne peut être considérée comme en danger de mort? Bah oui, il y a des gens qui meurent tout seuls chez eux, qu'on retrouve X mois après, où personne ne s'est inquiété d'eux. Ouais. Mais je vois ce qui est très intéressant, c'est la vie des immeubles. Parce que c'est là où on se rend compte. Moi, je me souviens, dans la période Covid, tout le monde s'intéressait aux autres. On connaissait tous les voisins de palier, on savait qui avait besoin qu'on aille faire les courses, qui avait eu le Covid, qui était malade, pas malade. Il y avait de l'entraide aussi, beaucoup d'entraide. Et c'est dommage, j'ai l'impression qu'on repère un petit peu cette entraide-là, on connaît plus trop les voisins de palier. Je trouve que la vie des immeubles est très intéressante pour ça. Parce qu'on n'a pas du tout parlé des personnes âgées dans l'anorexie sociale. Et là, c'est encore un domaine qui est... Alors, je ne sais pas si on va appeler ça de l'anorexie sociale ou de l'isolement, parce qu'ils n'ont pas forcément le choix, mais c'est vrai qu'avec le décès progressif des amis, du réseau, des enfants qui viennent plus les voir et compagnie, là, il y a aussi une réelle souffrance dans ça. Au niveau d'une société, si vraiment ces cas d'anorexie sociale se multiplient, ça peut donner quoi? Ça va être assez chaotique à mon avis. Je crois que ça va être très problématique. Parce que les gens, comment ils vont se rencontrer après? Comment ils vont communiquer? Comment ils vont s'entraider? On a besoin, on est des animaux grégaires, on a besoin les uns des autres, même s'il y en a qui font les fieraux en disant non, moi je me débrouille toujours très bien tout seul, je suis pas sûre que ça soit si facile que ça quand même. Mais on voit quand il y a des réels problèmes soit des catastrophes naturelles, soit des problèmes sociétaux importants, à quel point cette solidarité-là, on la retrouve. Et ça, c'est quand même un point d'optimisme à avoir. Et pour vous, Madame Davidson, c'est quoi être en lien, au-delà de votre travail? Oh là là, on la colle. Être en lien. Alors, être en lien, c'est effectivement d'avoir une vraie relation avec l'autre. Et quand j'entends par vraie relation, être en lien, ça commence d'abord par une rencontre. Les humains, ils sont... on est des vrais mammifères. Quand on rencontre quelqu'un, la première rencontre, c'est tout ce qui n'est pas verbal. C'est le regard, le feeling, ce qu'on appelle le feeling, la sensation qu'on a de l'autre. Puis après, s'il y a quelque chose qui se passe, on rentre dans le verbal. Et puis en général, le verbal, il est banal au départ. Ça porte sur le contexte qui nous relie à la personne qu'on rencontre. Et petit à petit, ça nous permet de nous dire, tiens, oui, même dans le verbal, il y a encore quelque chose qui se noue. Et puis après, on rentre plus dans l'intimité l'un de l'autre en faisant ce qu'on appelle la révélation sur soi, en amenant des éléments personnels de part et d'autre, ce qui différencie ça de la manipulation, parce que dans la manipulation, les personnes qui manipulent n'amènent pas les éléments personnels. Ils vont chercher à avoir les éléments personnels de l'autre en étant très avares des leurs, ou c'est des pseudo personnels. Mais dans le vrai lien, on commence à se connaître, on se raconte l'un à l'autre et ce lien se noue. Voilà, le lien s'établit quand il y a cet échange-là. Un échange d'intimité. Oui. Ouais. Ouvert et sincère en fait. Oui. C'est ça. Oui. Ouais, exactement. Oui. Merci beaucoup, Madame Davidson. Merci. Si ce sujet vous parle et que vous-même vous vous sentez isolé, n'ayez pas peur d'en parler à votre entourage ou à un ou une professionnelle. Merci beaucoup à Christine Davidson et à très bientôt dans les petits pas de côté, le bonus du fil. À bientôt.